RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve pour notre émission Complètement à l'Est qui est tous les vendredis. Aujourd'hui, nous allons parler numérique avec notre invité Mathieu Wolf. Ça va Mathieu ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. De rien. Alors Mathieu Wolf, donc tu es consultant numérique responsable, c'est ça ? C'est ça. Alors moi j'aimerais bien qu'on puisse parler de ton métier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que d'être consultant numérique responsable ? Alors globalement, c'est un sujet qui tourne autour de la transition environnementale et sociale. Oui. L'idée c'est de faire du numérique qui ait le moins d'empreintes possible sur l'environnement. Ok. Et qui soit le plus accessible à tout le monde. Donc essayer de faire aussi qu'il ait une empreinte sociale la moins impactante possible. Ok, et comment du coup ça agit sur ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien et avec qui tu travailles ? Alors en fait je travaille dans plusieurs collectifs et en fait en tant que consultant j'accompagne principalement des organisations. Ok. L'idée c'est de faire dans un premier temps en général de la sensibilisation, donc expliquer les impacts, les ordres de grandeur. Et je vous donnerai quelques chiffres aussi pour que vous ayez des idées. Et puis après, c'est le passage à l'action sur des choses un peu plus concrètes et plus techniques, comme faire de l'éco-conception sur du numérique. Ok. Là, quand tu dis éco-conception, déjà, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception ? Alors, éco-conception, c'est comment on réduit l'empreinte concrètement d'un service numérique. Un service numérique, c'est, je sais pas, il y a cette vidéo qui sera peut-être publiée sur YouTube. C'est ça. C'est un service numérique, j'accède à YouTube. Comment je réduis l'empreinte de ce service-là ? Comment je peux faire ? Quels sont les leviers que je peux avoir ? En tant qu'organisation, toutes les entreprises ou les collectivités, elles ont plein de services numériques. Et l'idée, c'est de travailler là-dessus avec elles. Ok. Et donc toi, aujourd'hui, est-ce que c'est les entreprises qui te contactent ou c'est toi qui vas vers les entreprises en leur proposant tes services ? Alors les deux. C'est un sujet qui est encore très méconnu. Donc il y a beaucoup de travail encore de sensibilisation à faire et de faire connaître le sujet de façon générique. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'en parler le plus largement possible. Donc je suis aussi membre de pas mal d'associations pour porter le sujet avec d'autres collègues qui travaillent sur d'autres sujets de la transition. Oui. Mais moi ce sera spécifiquement sur le numérique derrière que j'ai envie d'agir et de passer ce message-là. Et dans le Grand Est, il n'y a pas beaucoup de consultants indépendants comme moi sur ce sujet. Donc on n'est pas très nombreux. Et donc là, quand tu dis indépendant, ça veut dire que tu ne travailles pas en entreprise, mais tu travailles tout seul ? C'est ça, je suis à mon compte. Je suis en auto-entreprise. Après, je travaille avec un collectif qui s'appelle Infogreen Factory, où en fait on est d'autres indépendants comme moi partout en France. Et on partage une offre, des formations qu'on a construites ensemble et qu'on délivre pour être plus fort en fait. Ensemble, on sera plus fort. Donc l'idée c'est vraiment de travailler ensemble par rapport à ça et d'avoir un impact plus large aussi parce que tout seul, moi je peux pas aller intervenir chez des grands comptes comme des banques, etc. Alors qu'à plusieurs, on peut plus facilement le faire. Ok. Et du coup, par rapport à ça, comment tu travailles avec les autres ? Comment tu fais pour trouver des personnes pour travailler avec toi ? Par exemple, Infogreen, comment c'est arrivé ? Est-ce que tu travailles avec eux ? Alors ça s'est un peu fait par hasard. Quand je me suis lancé en fait à mon compte il y a 3 ans, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que j'avais besoin d'agir sur la transition pour pas souffrir de mon éco-anxiété. Donc j'avais besoin de passer à l'action. Et en fait, je me suis pas mal documenté, je me suis formé et j'ai été contacté sur le réseau social professionnel LinkedIn par le dirigeant d'Infogreen qui m'a dit écoute, tu te lances sur le sujet, nous on fait des choses aussi, discutons ensemble et puis essayons d'avancer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc Infogreen, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi comme entreprise ? Alors c'est une entreprise classique qui, ensemble on porte cette marque-là pour aller voir des clients et faire de la prospection. Et puis on est aussi assez engagé dans l'écosystème du numérique responsable en France, ce qui fait que on a aussi des gens qui viennent nous voir spontanément parce qu'on est engagé aussi à titre personnel, individuel, dans ces associations-là. Et donc on vient nous voir aussi pour ça. Et donc moi j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à là. Qu'est-ce que tu faisais avant que tu te lances à ton compte justement ? Alors moi j'ai un parcours de bon élève. J'ai fait une prépa, une école d'ingé à Paris. Après mon diplôme, j'ai travaillé en fait la plupart de ma carrière pour le groupe EDF.
Donc j'étais chef de projet, manager d'équipe. Tu faisais déjà des choses... C'était déjà dans le numérique. Ok, dans le numérique. Déjà dans le numérique. Mais voilà, régulièrement les étés, en fait, quand j'étais en vacances, plutôt que d'en profiter, j'étais en dépression, en mode la planète s'effondre et je fais rien concrètement là, sur le sujet. Ouais. Et j'avais besoin d'avoir un impact beaucoup plus concret et voilà, de voir concrètement que je pouvais sensibiliser du monde, toucher des gens et changer des choses pour pas être au fond du trou. Okay. Et donc l'idée, c'était vraiment voilà, de me lancer sur ce sujet-là. J'avais envie à la base de travailler génériquement dans la transition. Ouais. Et j'ai découvert en fait le sujet lors d'une année sabbatique où voilà, je me suis dit tiens, en fait j'ai des compétences dans le numérique. Okay. Et ça va traiter le sujet de la transition qui est un sujet qui me concerne personnellement. Ouais. Et donc je vais mêler ces compétences et ce sujet-là pour aller plus loin. Ok. Et donc comment tu as commencé? Tu as créé une entreprise? C'est ça. Tu t'es mis en entrepreneur? Alors auto-entrepreneur, c'est facile en fait. On va sur un site, il y a je pense une dizaine de clics à faire. Et on peut voilà, créer son entreprise pour démarrer en fait une activité. Okay. C'est un système qui permet de tester en fait et qui permet quand même voilà, d'aller jusqu'à certains seuils de chiffre d'affaires en fait. Oui. Voilà, donc en tout cas moi ça me semble un modèle qui me convient largement. Okay. Et qui est intéressant en tout cas pour toutes les personnes qui veulent démarrer une nouvelle activité. C'est vraiment une porte d'entrée assez facile. Il n'y a pas des charges énormes et on peut se lancer facilement dans expérimenter la vie d'entrepreneur. Ok. Et donc toi, quand tu t'es lancé dans cette vie d'entrepreneur, est-ce que tu n'avais pas forcément, je pense que tout le monde a un peu de doute, du fait que son entreprise soit connue, de pouvoir travailler avec de nombreuses personnes. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, ce qui a été vraiment important, c'est en fait, en parallèle de ça, je me suis aussi beaucoup engagé dans des associations. Oui. Et en fait, j'ai beau être tout seul toute la journée, je suis jamais seul en fait, parce que je travaille toujours avec des gens en ligne ou je suis dans les associations et on collabore en fait avec d'autres indépendants sur d'autres sujets. Moi, j'ai une maîtrise plutôt sur le numérique, mais je travaille avec des consultants qui sont plus spécialistes de la biodiversité, de la communication, qui font des sites web éco-conçus, etc. Donc en fait, j'ai rencontré beaucoup de monde en fait quand je me suis lancé, et c'est ça qui a fait aussi ce réseau-là et qui m'a permis aussi de me lancer plus facilement. Donc ça c'est vraiment je pense que voilà, quand on démarre, ce qui est important, c'est de pas rester seul en fait. C'est d'aller rencontrer des gens qui sont sur des thématiques similaires, voilà, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans les associations que j'ai rejoints. Il y en a une en particulier qui s'appelle les Shifters, qui est une association qui œuvre à la décarbonation de l'économie sur tout un tas de thématiques. Et donc voilà, il y a pas mal d'acteurs qui sont engagés sur ces questions-là sur le bassin nancéen et qui organisent des conférences, des sensibilisations, des ateliers pour le grand public et puis voilà, qui diffusent ce message-là. Et donc on se sent moins seul. Ok. Et donc toi, par rapport au Grand Nancy, est-ce que tu travailles que seulement sur Nancy ou ailleurs? Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que moi je suis basé dans l'Est et je travaille finalement très peu pour des clients dans l'Est. Ok. En fait, comme c'est un marché qui est vraiment émergent, qui est très méconnu dans l'Est, il y a encore beaucoup de... Enfin, la plupart du temps, quand je travaille sur le territoire, c'est plutôt pour faire des sensibilisations, comme des fresques du numérique, qui sont des ateliers en fait, de 3 heures sur lesquels on va prendre conscience des impacts environnementaux du numérique, par exemple. Quand on va plus dans le détail sur de l'éco-conception, par exemple, moi, je travaille plutôt pour des grands comptes... ou des collectivités qui sont un peu plus grandes. Est-ce que tu peux nous citer des grands comptes, par exemple? Des banques. Ouais, ok. Voilà, donc on travaille par exemple pour des filiales de la BNP. Ok. Je travaille aussi pour la collectivité l'Eurométropole de Metz, par exemple, pas loin d'ici. Donc voilà, il y a différentes tailles de structures. Après, il y a pas mal d'entreprises qui font des services numériques aussi qu'on accompagne. Mais voilà, l'idée, c'est aussi... c'est plutôt eux, aujourd'hui, qui s'emparent de ces sujets-là. Parce que le numérique, en fait, dans le secteur bancaire, c'est une part importante de l'empreinte. Donc, ils s'en emparent aussi, même s'ils ont aussi tous leurs financements qui sont à travailler. Mais voilà, donc on essaye d'aider les gens qui sont dans ces organisations-là à faire avancer la cause.
Ok, donc est-ce qu'on peut dire que donc, tu fais de l'écologie numérique? C'est ça, en quelque sorte. Alors, il n'y a pas que le volet écologique, il y a aussi le volet social qui est important. En particulier, ce qu'on appelle l'accessibilité numérique. On voit tous très bien l'accessibilité à un bâtiment. Voilà, si j'ai un fauteuil, je ne peux pas accéder partout aujourd'hui, malheureusement. L'accessibilité numérique, c'est pareil. En fait, il y a plein de sites internet, et en fait, il y en a très peu qui sont totalement accessibles. Parce que quand on a des problèmes, quand on est daltonien, quand on est malvoyant, qu'on utilise un lecteur d'écran, voilà, il y a plein de sites qui sont pas, on peut pas naviguer comme quelqu'un qui a toutes ces capacités. Et donc c'est aussi travailler là-dessus pour faciliter et rendre ces services-là accessibles au plus grand nombre, et en particulier aux personnes en situation de handicap également. On va pouvoir détailler tout ça, et pour l'instant on va déjà passer au premier morceau du jour. Quel est ton morceau que tu veux nous faire écouter aujourd'hui? Alors j'ai choisi Gaël Faye parce que je suis en train de lire son dernier livre. D'accord. Et donc c'est le titre Des graines. Parfait, écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elfenoul. De retour pour Complètement à l'Est. Aujourd'hui, nous parlons numérique avec Mathieu Wolf. J'ai trop peur de me tromper. Mathieu Wolf. Donc, on était en train de parler juste d'accessibilité avant notre premier morceau. Est-ce qu'on peut plus développer ce sujet-là? Parce que c'est vrai que j'avais pas connaissance, par exemple, de l'accessibilité des personnes au numérique. Donc là, tu me disais, par exemple, des personnes qui peuvent pas forcément aller sur un site, par exemple, comme quel type de personne? En fait, une personne qui par exemple, qui est aveugle, elle va utiliser en fait des technologies d'assistance, par exemple un lecteur d'écran qui va lire le contenu de la page. Et en fait, ça va lire des informations qui sont pas forcément visibles de tout un chacun, des informations techniques qui sont dans le code de la page. Et si c'est mal fait, du coup, on peut pas. Il y a certaines zones où on peut pas accéder, où on peut pas forcément naviguer correctement, et des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, on est exclu en fait de ce fait-là. Donc ça, c'est certains exemples. Après, c'est comme dans... Il y a des personnes, par exemple, qui ont des tremblements, qui ne peuvent pas utiliser une souris. Et qui vont pouvoir que naviguer en touchant, en cliquant sur un clavier. Et donc, pareil, quand on navigue au clavier, en fait, parfois, on se retrouve dans une boucle. On est coincé dans la page. Et on ne peut plus en ressortir. On ne peut pas aller à un autre endroit de la page. Donc, voilà, on peut être coincé parfois par ces biais-là. Et après, il y a d'autres éléments un peu plus standards, ou en tout cas qui peuvent être plus facilement compréhensibles. C'est par exemple, si vous mettez sur un site internet un flyer avec des informations dessus, et que ces informations-là, elles ne sont pas retranscrites de façon textuelle dans le code de la page, quelqu'un qui a un lecteur d'écran, en fait, il n'aura jamais l'information. Parce que ce n'est pas retranscrit. Donc ça, c'est une question d'accessibilité d'un contenu, par exemple, qui fait qu'une personne malvoyante n'arrivera pas à avoir cette information-là. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas beaucoup, donc c'est très bien que tu sois là pour nous aiguiller sur tout ça. Donc si aujourd'hui je suis une entreprise et que je me dis, j'ai besoin d'un consultant numérique responsable, j'appelle Mathieu Wolf, comment tu peux travailler avec nous en tant qu'entreprise? Alors, ça dépend du besoin en fait. L'idée en fait déjà c'est de comprendre les enjeux. Donc l'accessibilité c'est un enjeu parce qu'en fait il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap et qu'on a tendance à oublier, alors que c'est un marché aussi potentiel pour les entreprises de personnes auxquelles on peut offrir des services. Et puis il y a aussi pourquoi on le fait, réduire son impact environnemental, c'est à la fois vertueux en termes d'image, mais c'est aussi souvent vertueux pour le porte-monnaie parce que globalement on va faire des économies souvent sur la facture d'électricité ou la facture d'énergie. Donc voilà, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Un autre argument aussi pour se lancer dans ces démarches-là, c'est que j'espère que de plus en plus de nouveaux embauchés ou de futurs embauchés dans ces entreprises-là vont regarder un peu comment ces entreprises-là mouillent le maillot en fait pour porter les sujets de la transition. Et donc si une entreprise ne fait rien, en fait elle aura plus de mal à recruter, parce que c'est des sujets qui sont en tout cas de préoccupation pour les futurs embauchés. Nous on aime bien l'argent, donc on va continuer sur le thème de on y gagne quand on est une entreprise. Quand on se dit qu'on va peut-être te consulter pour nous aider sur le numérique, on se dit qu'on va peut-être perdre de l'argent parce qu'il faut quand même qu'on te paye. Mais comment, après nous, on regagne de l'argent grâce à tes services? En tant qu'entreprise, évidemment, je précise. Alors, comme je disais, en fait, typiquement dans des démarches d'éco-conception, en fait, on investit en général beaucoup dans des services numériques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse partie de ce qu'on fait qui est finalement peu ou pas utilisée.
Il y a des études qui ont été faites par le passé, les chiffres varient, mais globalement, on a plus de 50% des fonctionnalités que quelqu'un a développées qui ne sont pas peu ou pas utilisées. Pour donner un exemple, vous utilisez peut-être, certains d'entre vous, Word, Excel ou ce genre de logiciel. Est-ce que vous utilisez ne serait-ce que 10% de la puissance de ces outils-là ? Ok. En fait, non. On se pose même pas la question. On utilise les fonctionnalités de base pour la plupart des gens, et il y a peut-être 1% des utilisateurs qui vont utiliser la totalité. Mais par contre, tout le monde va installer le gros package avec toutes les fonctionnalités hyper poussées et hyper détaillées, et alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et ça nécessite de la puissance sur les machines. Donc on va acheter des ordinateurs plus puissants qui vont coûter plus cher. On va aussi avoir besoin de plus d'électricité pour les faire tourner. De la même façon que pour les serveurs qui sont dans les ordinateurs qui sont dans les data centers, les fameuses les grosses tours, les gros serveurs, les grosses armoires où il y a que des ordinateurs sans écran qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on arrive à leur faire consommer moins d'électricité, on aura une facture d'électricité qui coûte moins cher à la fin aussi. Donc on a tous ces enjeux-là qui viennent se mettre en évidence. Et puis comme je le disais, il y a aussi moi l'idée c'est aussi de le faire en pensant si on a moins d'impact potentiellement, il y a aussi un retour sur investissement parce que globalement on arrive à toucher plus de public. Un site internet qui fonctionne plus rapidement, en fait il y a plus de gens qui vont aller le visiter. Et Amazon a très bien compris ça, puisqu'en fait ils ont vraiment optimisé leur page pour faire en sorte de ne pas perdre de clients, parce qu'en fait si on perd un microseconde, ils perdent X% de clients. Donc il y a aussi cet enjeu là d'aller travailler sur l'optimisation à ce niveau là. Donc au-delà de l'empreinte numérique, si je peux dire, il y a aussi toute une empreinte un peu d'argent monétaire aussi. Alors elle est difficile à évaluer. En fait, c'est un point important quand même, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à estimer le retour sur investissement. J'investis combien je ressors, 1 euro, combien je ressors à la fin. C'est pas forcément toujours très palpable. Par contre, il y a aussi pour moi un gros risque à ne pas faire, en fait. Parce que si on se lance pas dans ces questions-là, en fait, on va perdre des marchés et on sera pas forcément, on va pas rester à la pointe pour l'avenir. Et donc il y a un enjeu aussi de tenir dans la durée et de se projeter à plus long terme, parce que à plus long terme, des ressources, on va en avoir moins. Des contraintes sur l'empreinte carbone, on va en avoir plus. Et donc tout ça va. L'idée, c'est plus tôt on se prépare, mieux, plus on va être résilient à l'avenir. C'est peut-être pour ça que certaines entreprises ne se lancent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas le retour sur investissement, ils ne savent pas forcément le sujet. Donc, je te remercie encore une fois d'être là. Mais j'aimerais parler, parce que j'ai vu sur ton LinkedIn, l'IA. L'IA, est-ce que c'est pas contradictoire avec ton travail, et comment tu travailles avec l'IA, toi ? Alors moi, je me sers pas de l'IA. L'IA, en fait, aujourd'hui, donc le numérique, juste pour donner un ordre de grandeur, en France, c'est 4,4% des émissions de gaz à effet de serre. On peut se dire, c'est pas énorme. En fait, c'est autant que tous les transports en camion en France. Donc là, les camions, on commence à les voir, on commence à les imaginer sur les routes, et on voit l'empreinte que ça peut avoir. L'IA, en fait, elle va accentuer en fait ces émissions-là, puisqu'en fait, on a besoin, pour faire fonctionner l'IA, on a besoin de nouvelles machines, en fait, de nouveaux processeurs. On appelle ça des GPU, c'est des cartes graphiques, en fait, évoluées, qui vont avoir besoin de matières premières. Donc on va devoir extraire un peu partout dans le monde, souvent loin des yeux, loin du cœur, parce qu'on va pas se soucier des conditions dans lesquelles c'est extrait. On a actuellement des guerres en République démocratique du Congo. C'est dû en fait à ces métaux-là en particulier, qui sont les métaux nécessaires au secteur du numérique. C'est vrai. Et en particulier pour le secteur de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, c'est en plein boom, on en parle tout le temps. Mais aujourd'hui, quels sont les usages concrètement? Qu'est-ce que ça a apporté, en fait? Quels sont les réels apports à la société? Pour le moment, j'ai pas encore eu d'effet waouh de l'intelligence artificielle, si ce n'est pour créer des vidéos de chats. Mais bon, ça, on n'avait pas besoin de l'IA pour ça, quoi. C'est aussi questionner pourquoi on s'en sert. Est-ce qu'on n'a pas un aussi bon résultat en faisant une question sur Google qu'en faisant une question sur ChatGPT, par exemple, sachant qu'entre les deux, il y a un facteur quasiment 10 en termes d'impact. Et il faut savoir qu'une conversation avec ChatGPT, c'est à peu près un demi-litre d'eau en termes de consommation de ressources.
Donc voilà, c'est déjà énorme. C'est énorme, surtout quand on sait qu'il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs de ça. Donc on se dit à chaque fois qu'il y a une conversation, on a des volumes énormes et voilà, c'est pas forcément soutenable d'un point de vue environnemental. Et donc, toi, est-ce que tu es pour ou contre l'IA finalement ? Moi, en fait, j'ai pas le choix. L'IA, elle va exister, que je sois là ou pas. Oui. Donc, je vais pas être contre. Moi, je vais essayer de la mettre à sa place. Okay. De faire en sorte qu'elle soit utilisée quand c'est utile. Oui. Idéalement, quand ça apporte un bénéfice pour la transition environnementale, quand ça peut apporter des bénéfices pour l'accessibilité, par exemple, si on entend aussi, en fait, on pourrait peut-être se servir de l'intelligence artificielle pour des cas d'usage, pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap, allons-y. Et ça, je vais pas être contre. Oui. Mais voilà, l'idée, c'est encore une fois de pas mettre de l'IA à toutes les sauces, parce que là, aujourd'hui, on en met vraiment... c'est partout. Ça devient aberrant, quoi. Même pour écrire un mail, pour envoyer un message, pour tout et pour rien, pour faire ses courses, pour tout l'IA. C'est ça. Et bon, voilà, il y a pas mal de cas d'usage. Et puis, ça questionne aussi... c'est des enjeux qui dépassent le numérique. C'est des enjeux sociétaux, c'est la créativité... je sais pas, je suis artiste. Le prochain titre que j'ai choisi, c'est sur l'IA justement. Vous allez l'entendre et c'est vrai que ça questionne. Est-ce qu'on veut ce monde demain ? C'est aussi des enjeux sociaux qui sont hyper structurants. Et c'est un sujet politique. Donc en fait, c'est aussi un sujet dont il faut qu'on s'empare politiquement et qu'on décide ensemble. Et heureusement, en Europe, on a un engagement des politiques pour réglementer en tout cas cette technologie. Et du coup, pour toi, quelle serait la meilleure façon d'utiliser l'IA sans forcément agir sur notre empreinte carbone ? Ne pas s'en servir. Ne pas s'en servir. Après, c'est plutôt, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? C'est comme pour tout, en fait. Mais c'est comme pour les objets numériques. Est-ce que j'ai besoin du dernier iPhone, du dernier Samsung ? En fait, c'est comme pour tout. Comme je l'ai dit, on n'aura pas assez de ressources pour tout faire on a des ressources finies sur la planète. Donc au bout d'un moment, on n'aura plus assez de ressources et peut-être qu'il faudra, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais peut-être qu'il faudra choisir entre pouvoir faire un IRM et faire une vidéo de chat sur un moteur d'IA, quoi. Et personnellement, je préfère avoir encore des IRM. Mais ça, c'est... voilà, je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est vraiment pour que vous ayez des images parce que ces ressources-là, elles sont précieuses. Elles sont rares et du coup il faut les mettre, il faut s'en servir à bon escient et pas en faire n'importe quoi. Et donc l'idée pour moi c'est plutôt de questionner ce besoin-là le plus en amont possible. Et puis si on voit qu'il y aura toujours des cas d'usage qui seront vertueux, mais il faut pousser la logique au bout. Et il y a quelque chose dans la transition environnementale qui est assez dangereux qui s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en fait l'IA par exemple est un très bon client pour optimiser des choses. Avec l'IA on peut optimiser plein de choses, on va plus vite, on gagne du temps. La question, c'est tous ces gains-là, en fait, comme il y a énormément de monde qui se sert de ces technologies-là, en fait, tout ce qu'on a fait comme gain, c'est compensé par le fait qu'il y ait une explosion des usages. Et donc, voilà, l'idée, c'est quand même d'essayer de s'assurer, peut-être qu'on n'a pas besoin de tous ces usages-là, donc essayons de garder l'optimisation quand c'est vraiment nécessaire et s'assurer qu'on n'ait pas d'effet rebond. Quand on optimise, si c'est pour faire en sorte qu'il y ait 1000 fois plus de personnes qui s'en servent qu'au départ, même si on a optimisé de 10 fois, fois 1000 et fois 10 d'un côté, on a perdu, quoi. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir cet équilibre-là. On va pouvoir développer ça, mais pour l'instant, nous allons passer au deuxième morceau, justement, qui parle d'IA. Quel est ton deuxième morceau Donc c'est MC Solar, IA. Donc voilà, c'est une projection de ce qui pourrait nous arriver plus tard. Allons-y. RCN, complètement à l'Est, elle fait nous. Et nous parlons de numérique aujourd'hui avec Mathieu Wolf. Nous venons d'écouter un titre sur l'IA. Mais maintenant que l'IA elle est vraiment présente partout dans notre quotidien, comment faire pour se passer de l'IA et donc réduire notre impact carbone ou écologique ? En fait, l'idée, c'est, comme je le disais avant, c'est vraiment questionner le besoin. C'est est-ce que, quand on peut, est-ce qu'on peut éviter ? Et après, une fois parfois on n'a pas le choix, effectivement, c'est intégré dans les outils et puis voilà, c'est natif, mais idéalement, faut plutôt se questionner sur est-ce que j'en ai vraiment besoin. Est-ce que ça apporte vraiment aussi, parce que l'IA a aussi pas mal de travers. Il y a des biais.
parfois on a des hallucinations d'IA. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'être vigilant à ça et de garder un esprit critique sur ce qui est produit. Pour pas partager n'importe quoi. Et donc du coup, au-delà de l'IA maintenant, comment réduire notre impact numérique, si je ne me trompe pas? Alors dans le numérique, en fait, en général, on décompose le numérique en 3 grandes parties. On va dire tous les équipements utilisateurs, c'est tout ce qu'on a chez soi. Les télés, le smartphone, tous les écrans, la tablette, le drone, la console de jeu, etc. Donc ça, c'est les équipements utilisateurs. Ensuite, on a une partie qui est tous les réseaux. Donc là, c'est tous les opérateurs, les antennes, la fibre optique, etc. Et ensuite, on a les data centers. Donc on a ces 3 parties-là. Ce qui a le plus d'impact, c'est laquelle des 3 parties? À ton avis? Je suis pas sûr, je sais pas. Attends, tu peux les répéter? Donc les équipements utilisateurs, les réseaux et les data centers. Je pense les data centers. En fait, c'est un faux ami. En fait, ce qui a le plus d'impact, c'est les équipements utilisateurs. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, on en a énormément. En France, en général, il y a 12 équipements par personne. Dans le monde, c'est 6 équipements par internaute. Et quand tu parles d'équipement, tu parles du téléphone, de l'ordinateur, choses comme ça? C'est ça. Donc tous les équipements qu'on a, smartphone, en plus on en garde plein dans les tiroirs au cas où. En France, il y en a 46 millions dans les tiroirs des smartphones. C'est énorme. Et ils servent à rien. Et donc en fait, si on regarde déjà ce qui a de l'impact en termes environnemental, ce qui a beaucoup d'impact, c'est en fait la fabrication. De ces équipements-là. Et comme ils sont nombreux, c'est ça qui fait la majorité de l'impact. Donc le premier geste simple, qui est à la fois bon pour le porte-monnaie et bon pour la planète, c'est on va allonger la durée de vie en fait. Au lieu de changer son smartphone qui marche encore, on va le garder 1 an ou 2 ans de plus. Et finalement, ça va nous coûter moins cher, ce qui est plutôt bon. C'est vrai. Après, parfois, on n'a pas toujours le choix, parce que parfois, on nous met des mises à jour, c'est ça. et on nous dit, non, votre matériel est plus compatible, vous êtes obligé de le changer. On appelle ça l'obsolescence logicielle. Et là, on est contraint, mais on n'a pas le choix, donc... là, il n'y a pas de levier là-dessus. L'obsolescence programmée aussi, parce que c'est vrai que dans certains iPhones, on sait qu'ils ont une durée de vie de, 5 ans, et que tu es quand même obligé, ou même maintenant avec les pubs, le nouvel iPhone, il te donne l'envie, te suscite cette envie. Comment faire pour ne pas céder? Alors il y a l'obsolescence psychologique. Ça c'est c'est les soldes, c'est le Black Friday, c'est le machin. Je veux la dernière nouveauté, elle a l'air trop bien. Mais en fait j'en ai pas besoin parce que mon ancien il fonctionne toujours. Pourquoi le changer? Donc il y a ça. L'obsolescence programmée, effectivement, c'est souvent au niveau matériel où il y a un petit composant qui finalement coûte pas très cher, mais comme ça coûte plus cher de le réparer que d'acheter un neuf, on achète un neuf. L'obsolescence logicielle, c'est celle qui arrive le plus massivement. C'est mise à jour, on peut plus faire les mises à jour. Et finalement, je peux plus utiliser l'application pour faire mes trajets, l'application pour accéder à mes comptes en banque, etc. Et donc, je change mon équipement à cause de ça. Pour l'illustrer, par exemple, vous voulez utiliser, pour ceux qui sont en Ile-de-France, vous voulez utiliser votre smartphone pour passer à la RATP. En fait, vous avez besoin d'un iPhone d'une certaine gamme. C'est vrai. C'est ballot, mais ça fait changer le matériel à pas mal de monde, quoi. C'est vrai. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, donc allonger la durée de vie. Après, sur les usages, trier ses mails, ça sert quasiment à rien. Surtout si vous le faites mail par mail. Ça vaut mieux se désabonner à des newsletters ou le faire massivement, parce qu'en fait le temps que vous allez passer sur l'écran, vous allez consommer de l'électricité et finalement ce sera pas forcément ultra vertueux. Donc c'est une fausse bonne idée. Et donc comment trier ses mails plus rapidement et plus écologiquement? Faut le faire de façon massive. En gros, après une certaine date, je supprime tout, quoi. Donc ça, c'est massif et ça peut avoir de l'impact, même si ça reste très marginal. Et après, en fait, le plus gros du trafic qui transite sur les réseaux, c'est de la vidéo. Et donc là, pour réduire l'impact, en fait, l'idée c'est de regarder en moins bonne définition. J'ai peut-être pas besoin de la ultra haute définition sur mon petit smartphone qui de toute façon est pas capable de l'afficher. Donc je vais essayer de réduire la taille des contenus que je vais regarder sur mon équipement. Pour limiter la quantité d'énergie qui est nécessaire pour le faire transiter, pour l'afficher. En vrai, ce que tu dis, je sais que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Il y a plein de gens qui disent oui, ça sert à rien d'acheter le nouvel iPhone et tout. Donc là, par rapport aux vidéos, on a toujours quand même envie de regarder les vidéos en meilleure qualité. Mais maintenant, en fait, même si on a envie de se mettre un peu dans cette optique-là, on est quand même poussé un peu à toujours vouloir consommer plus, à toujours avoir le nouveau téléphone, la meilleure qualité.
comment faire pour ne pas... C'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais en fait, moi surtout ce que je pousse, c'est qu'en fait, on va pas avoir le choix. Donc faisons-le de façon volontaire plutôt que de façon subie. Donc il y a ça. Et puis moi j'interviens par exemple souvent aussi à l'université et j'anime des ateliers. Et dans ces ateliers-là, moi j'ai des étudiants qui me disent moi en fait pour écouter de la musique je mets YouTube. Mais donc j'ai une vidéo en fait. J'ai une vidéo en HD pour juste écouter un son. En fait, il y a plein d'autres applis pour faire ça. Des podcasts, j'ai pas forcément besoin d'une vidéo pour avoir un contenu audio. Et rien que ça change l'impact de façon massive. Et ça, c'est pas forcément compliqué, ça n'a pas d'impact personnel. Alors peut-être ça nécessite de prendre un abonnement à une plateforme, ce qui est peut-être pas le souhait des personnes, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact sur le porte-monnaie. Mais en tout cas, on peut réduire son impact assez facilement. Donc là, déjà, de ce que je retiens, ne pas céder donc un peu à la nouveauté, aux nouvelles choses, et puis même faire gaffe sur les réseaux sociaux par exemple, à utiliser une qualité qui peut être peut-être moins bonne mais plus écologique. On peut dire ça. Après, sur les réseaux sociaux, il y a aussi un travers. Et moi, dans le numérique responsable, il y a aussi tout un volet éthique. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux sont aussi conçus pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. On appelle ça les dark patterns, typiquement le scroll infini. En fait, je déroule et j'ai toujours des contenus. Et en fait, ça fonctionne. Ça a été documenté par des gens qui ont travaillé pour ces entreprises-là, en particulier par des chercheurs qui ont bossé pour Google. Ça fonctionne comme des machines à sous, en fait. Le but, c'est parfois vous perdez, mais parfois vous avez une petite pépite qui vous fait rester et qui vous fait passer de plus en plus de temps sur la plateforme. Et donc ces plateformes-là, vous connaissent très bien en fait. C'est vrai. Et connaissent ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous faire moins plaisir. Et du coup, vous alimentent en contenu pour vous rendre addict à la plateforme. Et donc il y a aussi, pour moi, la volonté via le numérique responsable de rendre les gens un peu plus conscients déjà de leurs usages. Et aussi... en fait, l'écran, c'est pas une vie, quoi. On peut faire des choses géniales avec le numérique, je dis pas le contraire. Mais il y a aussi plein de choses à vivre en dehors de numérique et on peut se passer du numérique pour plein de choses. Donc c'est aussi ça le message que je cherche à faire passer. Justement, par rapport à ton message, moi j'aimerais savoir quels sont tes engagements, quelles sont un peu tes valeurs par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais nous faire partager, nous faire comprendre aujourd'hui ? Moi, je cherche à faire en sorte que le sujet de la transition, ça devienne un sujet de préoccupation de tout à chacun. Aujourd'hui, on voit que ce soit avec Trump ou des tensions qu'il peut y avoir sur l'ADEME, par exemple, qui est l'agence environnementale française. On commence à contester des faits scientifiques. Et moi, ça me gêne. Parce que le réchauffement climatique, en fait, pour moi, c'est pas discutable en fait, c'est pas un sujet de on est d'accord ou pas d'accord, ça arrive et c'est dû à l'homme. Et c'est présent, oui, on le voit. Alors on le voit pas forcément. On le ressent en tout cas sur certaines choses. On le voit dans les chiffres, on le voit dans les phénomènes extrêmes effectivement qui peuvent être rencontrés. Mais il n'y a pas encore de passage à l'action suffisamment massif. Et donc moi mon idée c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans les entreprises aillent voir leur chef ou leur employeur pour leur dire au fait qu'est-ce qu'on fait sur ces questions-là, que les étudiants qui vont chercher un job ou qui vont se lancer demain à leur compte ils prennent aussi ce sujet-là à bras le corps et que, globalement on puisse sensibiliser le plus grand nombre de l'école du plus petit âge jusqu'au plus ancien pour que tout le monde se rende compte que c'est un sujet dont on ne coupera pas et qu'il faut qu'on porte collectivement aussi parce qu'on va devoir malheureusement prendre des décisions qui seront peut-être difficiles mais on peut encore agir maintenant si on se met autour de la table et on se met d'accord et on décide collectivement. Alors c'est pas des sujets simples, la sobriété ça fait perdre un peu de confort, ça fait pas rêver les gens. Mais moi, je suis plutôt là en disant, il y a aussi toute une voie, de sobriété heureuse, de dire, on peut faire des choses et passer plus de temps dans la nature, être avec ses proches. En fait, pour ça, on n'a pas besoin de numérique, on n'a pas besoin de technologie, on n'a pas besoin d'émettre du carbone forcément, sauf si ses proches sont à l'autre bout de la planète, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, revenons aussi parfois à des choses qui sont pas forcément ultra sophistiquées, qui nécessitent pas de détruire la planète. Et donc ça c'est aussi un des enjeux pour moi de sensibiliser à ces questions-là et de faire en sorte que chacun s'en empare dans son domaine. Moi de ce que tu dis là, je ressens le truc vraiment à long terme parce que c'est vrai que quand on en parle, c'est pas facile de faire le pas. Mais dans la durée, en fait, on aura sûrement des résultats et des résultats meilleurs que ce qu'on a maintenant, quoi.
Oui, c'est ça. Après, le numérique, moi je suis dans le numérique et comme je l'ai dit, c'est 4,4% des émissions en France par rapport au CO2, donc des gaz à effet de serre. Si vous avez des actions à mettre en place sur le numérique, c'est bien, mais regardez d'abord votre alimentation. Est-ce que vous mangez beaucoup de viande ? Regardez vos déplacements. Est-ce que vous prenez beaucoup la voiture ? Est-ce que vous avez peut-être la possibilité parfois de ne pas la prendre ? De prendre des transports en commun, de prendre votre vélo. Et en fait, c'est cool de prendre le vélo. Voilà, surtout qu'il y a plein d'aménagements qui se font. Et puis, c'est aussi sympa d'être dehors. Donc voilà, il y a aussi ces aspects-là. Chez moi, comment je me chauffe ? Est-ce que j'ai la possibilité de changer mon moyen de chauffage pour passer à des choses moins carbonées ou isolées ? Donc voilà, tout ça, c'est des questions qui sont certes individuelles, mais qui peuvent aussi être décidées collectivement pour des aides supplémentaires. Voilà, il y a pas mal d'aides de l'État sur ces enjeux-là. Et donc voilà, de favoriser la mise en marche progressive. Même si on a un gros objectif. Aujourd'hui, on émet en moyenne, un Français, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Et il faut qu'on divise par 5. Pour tenir les accords de Paris de réchauffement de 1,5 degré, ce qui est déjà énorme. Alors aujourd'hui, visiblement, on va pas y arriver. Mais voilà, il faut si on veut y arriver, en fait, plus tôt on s'y met, plus c'est facile. Donc moi, j'invite tout le monde à s'y mettre là où il peut. Il y a pas de petits gestes, en fait, tout compte. Il faut s'y mettre. Et en fait, quand on commence à s'y mettre, on a envie d'aller toujours plus loin. C'est un peu un jeu. Et se rendre compte qu'on réduit son impact, c'est vraiment important. Donc en fait, là, tout le confort qu'on s'est un peu établi, il faudrait qu'on puisse passer sur un confort un peu moindre, mais en tout cas qui serait quand même plus bénéfique pour la planète et donc pour le futur, quoi. Dans un monde idéal, oui. Après, en fait, il y a plein de moyens de le faire. Et puis, aujourd'hui, on est quand même voilà, globalement, on possède des objets personnellement. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est au lieu de posséder, en fait, on va louer. Est-ce qu'on a, je sais pas, une perceuse, est-ce qu'on a besoin de chacun une perceuse chez soi ? C'est vrai. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que, voilà, et sachant qu'une perceuse, elle n'a pas une durée de vie, en tout cas une durée d'usage individuelle qui est très faible. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser ça ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça va être pénalisant d'un point de vue du confort personnel ? Je ne suis pas certain. Et ça, en fait, on peut le passer à l'échelle. On pourrait imaginer la même chose de façon un peu plus massive, mais sur les transports. Si demain on a moins de voitures, il y a quand même la plupart du temps une voiture elle est garée, elle n'est pas sur la route. De toute façon, maintenant on parle plus de covoiturage depuis un moment. Le covoiturage c'est un moyen, mais les transports en commun, voilà, si on arrive à mutualiser aussi un certain nombre de choses, on y arrivera. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et puis, où je parlais de l'alimentation aussi. Créer des repas végétariens, en fait, c'est aussi, ça donne de la créativité, c'est aussi intéressant pour réduire son impact. Quand on peut le faire, donc voilà, il y a plein de solutions et voilà, moi je suis plutôt, je reste optimiste sur le sujet. Donc ce qui me pousse à passer à la question perso. On va passer à la question perso. RCN, complètement à l'Est, Elfenouil. Alors après tout ce que tu viens de dire, il y a une petite question qui sort de moi là, enfin qui apparaît. Comment toi t'agis donc par rapport à tout ça? Comment tu fais au quotidien donc pour ne pas être donc dans la consommation et donc aussi penser à ton impact écologique, numérique? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu manges pas de viande? Tu prends plus le bus? Tu viens à vélo? Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie perso pour donc agir sur ça? Alors globalement, ce que j'essaie de faire, c'est de réduire la viande au strict minimum. Le vélo, en tout cas à Nancy. En fait, déjà, la voiture, c'est plutôt galère. C'est vrai. Et en fait, c'est un vrai plaisir de circuler à vélo. Donc, je suis tout le temps à vélo. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc là, aujourd'hui, tu es venu en vélo, par exemple? Ouais. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, à titre personnel, qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaye d'en parler autour de moi. J'essaye de sensibiliser du monde. J'essaye de suivre ça un petit peu. Enfin, moi, typiquement, j'anime un atelier qui s'appelle La Fresque du numérique. J'en ai parlé un petit peu. Mais voilà, j'interviens aussi à l'université auprès des citoyens pour parler de ces sujets-là. Et moi, c'est aussi ma façon de contribuer à cette thématique-là. Et puis sinon, ça, c'est vraiment
assez marginal, mais je baisse le chauffage chez moi aussi. Okay. Donc parfois je travaille avec une ou deux doudounes et finalement on s'y fait. Voilà, donc il y a aussi on n'est pas obligé d'être à même 19 degrés, on peut être en dessous en fait, et ça reste confort si on a les bons vêtements, quoi. Okay. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire qui sont pas très pénalisantes et voilà, qui permettent d'agir. Ok, donc même là, quand tu dis avoir les bons vêtements, ça veut dire mieux consommer en termes de textile aussi. Alors, je suis pas un expert de ce sujet-là, mais après, ne serait-ce qu'empiler des couches, on n'est pas obligé d'acheter des nouveaux vêtements ultra techniques pour tenir le froid. Mais voilà, l'idée, c'est plus de se dire on n'a pas besoin d'une consigne à 20 ou 19 degrés, on peut même aller un peu en dessous, même quand on est chez soi, en rajoutant une couche, quoi. Et c'est pas forcément inconfortable. Parfait. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à nous rajouter ? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour donc, qu'on puisse passer donc, un peu à cette transition numérique, écologique mobilisez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire, rejoignez des collectifs dont vous êtes proches, en fait. Restez pas seul sur ces sujets-là, parce que voilà, c'est pas des sujets qui sont toujours évidents. C'est des sujets qui sont parfois, qui peuvent être anxiogènes. Moi, j'en suis conscient. Et le fait d'être à plusieurs, en fait, ça donne la motivation pour agir et aller toujours un petit peu plus loin. Parce qu'on s'inspire, en fait, des autres aussi. On connaît tous quelqu'un qui fait un geste de plus qu'on n'a pas encore fait, qui n'en souffre pas. Et qui, du coup, est un exemple qu'on peut suivre. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre des associations, que ce soit les shifters, la fraise du numérique ou des acteurs engagés du territoire. Il y a plein d'associations qui œuvrent sur ces questions-là. Et voilà, je pense que ce sera l'occasion pour vous de voir qu'il y a un vrai dynamisme et des gens super sympas aussi. De faire des rencontres aussi, c'est un bon moyen de découvrir ces personnes. Et donc là, pour ceux qui t'ont écouté aujourd'hui et qui souhaitent te retrouver pour plus s'informer, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors moi, je suis principalement sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, donc Mathieu Wolf avec 2 F. Et puis voilà, après, dans les associations au sein des shifters sur le Nancy-Lorraine, en particulier sur le sujet du numérique, mais pas que. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'animer des fresques du numérique ou d'autres ateliers, la bataille de la tech, il y a la bataille de l'IA aussi, justement, sur les enjeux de l'IA, qui est vraiment très sympa. Un atelier de 2 heures où les gens échangent entre eux aussi sur ces questions-là et ont des contenus pédagogiques qui sont super intéressants. Donc il y a plein de choses en fait qu'on peut découvrir. Donc voilà, lancez-vous et puis si vous voulez mes coordonnées sur LinkedIn. N'hésitez pas donc à aller voir le compte de Mathieu Wolf sur LinkedIn et puis donc pensez évidemment à votre empreinte écologique, tout simplement, à votre empreinte numérique. Pensez mieux, consommez mieux et pour que la planète se porte mieux, quoi. C'est ça, et que nous on se porte mieux et que nous on se porte mieux aussi. Parfait. Je te remercie d'avoir été sur cette interview et de nous avoir un peu ouvert les yeux sur tout cet aspect qu'on ne parle pas forcément beaucoup. Et donc on se retrouve bientôt sur notre émission Complètement à l'Est. Je vous fais de gros bisous et à vendredi prochain. RCN, www.rcn-radio.org